On a fait cette levée auprès des investisseurs qu'on avait déjà au capital et qui avaient intérêt en fait à ce que Evaneos soit le mieux équipé pour vivre, pour survivre même, et qu'on sorte de la crise encore plus fort. Et eux, de leur point de vue, qu'ils arrivent à atteindre des valorisations qui sont supérieures au moment où ils sont rentrés. Et je pense que ce sera le cas. Donc on est content de ça. Et finalement, voilà, c'était un investissement qu'il fallait faire pour redonner de la dynamique au business, pour maintenir au maximum les emplois, etc. Ce qui est compliqué dans ces périodes-là, c'est de valoriser l'entreprise. Et c'est même quasiment impossible en fait, parce que potentiellement 6 mois après, si le business reprend, d'un coup en fait, l'exercice de valorisation est différent. Pendant la crise Covid, en perdant 90% de son chiffre d'affaires, potentiellement la valorisation elle est plutôt aux alentours de, on va dire, 0. C'est curieux cette méfiance autour de l'investissement financier. Alors qu'investir est tout simplement incontournable pour construire le monde de demain, quelle que soit la manière dont on l'imagine. Et vous savez quoi ? Prendre conscience de cette réalité, c'est déjà apporter une première pierre à son édifice. Bonjour, je suis Aurore Perrin et mon objectif avec Just Focus, c'est de mettre en lumière le pont entre des investisseurs qui ont des idées, des projets, des convictions et leurs investissements qui sont un moyen de créer un futur qui leur ressemble. En proposant un nouveau rapport à l'argent, aussi exigeant sur sa performance que sur son sens, Just Focus est une invitation à passer à l'action. Aujourd'hui, je reçois Éric Labonnardière. Bonjour Éric. Bonjour. Sache que je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Alors ce ne sera plus le cas quand l'épisode sortira, mais il faut que nos auditeurs sachent que nous sommes aujourd'hui à 2 jours des vacances, en plein cœur de l'hiver. Et donc c'est absolument génial d'avoir un invité qui vient nous parler voyage. On va parler voyage parce que tu as cofondé Evaneos en 2009 avec Yvan Vibo. Evaneos, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est la première plateforme qui connecte ses clients avec des agences locales dans le monde entier pour créer des voyages sur mesure. En préparant l'épisode, je me suis replongée dans le monde du tourisme il y a 14 ans et je me suis rendu compte à quel point à l'époque le secteur du tourisme était très différent de maintenant. Par exemple, j'ai réalisé qu'Airbnb était né en 2008 et s'est implanté en France en 2012. Est-ce que tu connaissais Airbnb quand tu as créé Evaneos ? Oui, je connaissais Airbnb et c'était à l'époque un petit site web qui s'appelait pas encore Marketplace. Et nous-mêmes, en fait, on a créé une marketplace sans vraiment le savoir. Aujourd'hui, tout le monde parle des marketplaces comme un modèle de développement sur le web assez traditionnel, standard. Mais à l'époque, en fait, on a créé des marketplaces sans forcément exactement avoir la théorie qui a été développée derrière ces modèles-là par la suite, quoi. Et à quoi ressemblait du coup le tourisme au moment de la création d'Evaneos dans tes souvenirs ? Comment est-ce que ça marchait si on voulait partir en voyage ? Disons qu'il y avait... alors TripAdvisor existait, il y avait évidemment beaucoup de sites web pour aider à créer des voyages. Et à l'époque, c'est d'ailleurs toujours le cas maintenant, les gens consultent une 40aine de sites web avant de partir en voyage. Donc à la fois pour voir des hôtels, des hébergements, pour s'inspirer, pour choisir des lieux. Ce qui a changé, c'est les réseaux sociaux essentiellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'inspiration, elle vient beaucoup des réseaux sociaux, des influenceurs, et les destinations sont souvent trouvées comme ça. Donc nous, il faut qu'on s'adapte à ça en termes de communication et d'inspiration. Et on était aussi à un moment donné où l'héritage des tours opérateurs très traditionnels qui s'étaient développés pendant les années 70-80 était très fort. On a tous en tête des grosses marques du tourisme qui pour certaines ont disparu depuis d'ailleurs. Thomas Cook par exemple, c'est une entreprise qui n'existe plus. Et c'est ces entreprises-là qui ont développé un tourisme qui était très standardisé, qui ont développé des chaînes d'hôtels à travers le monde et qui quelque part ont gommé une partie des spécificités locales. Et c'est pour ça que nous, on a créé Evaneos, en fait. C'est parce qu'on s'est dit, il faut qu'on arrive à développer un tourisme qui soit plus raisonné, qui soit plus empreint du local, qui permette de s'immerger plus dans des cultures et quelque part aller un peu à l'encontre de la mondialisation qui supprime ces spécificités. Et donc, le modèle Evaneos est né comme ça, comme un contre-pied un peu au modèle traditionnel. Ok. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter exactement en quoi ça consiste, comment fonctionne Evaneos ? Tu l'as un peu évoqué, mais peut-être pour les personnes qui pourraient ne pas connaître. Ouais, tout à fait. Alors, Evaneos, en fait, c'est une marketplace, c'est une plateforme de mise en relation avec des agences locales qu'on sélectionne dans le monde entier, qui sont en fait, dans chacune des destinations, des experts de leur destination ou de leur thématique. Et ils sont de plus en plus pointus. Donc, par exemple, si vous voulez partir
en famille au Costa Rica, observer des oiseaux. Nous, on va vous trouver un expert local qui connaît parfaitement ça, qui a l'habitude d'organiser des voyages pour les familles, qui est sur place, qui donc connaît parfaitement la destination et qui donc va construire avec vous un voyage complètement sur mesure, unique, pendant lequel on peut personnaliser à la fois évidemment l'itinéraire, mais les catégories d'hôtels, le type d'activité, est-ce que vous avez un guide ou pas, etc. Donc tout est personnalisable. Et l'idée, c'est vraiment d'utiliser cette expertise locale pour voyager le plus hors des sentiers battus possible, de manière la plus responsable possible. Et ça, c'est quelque chose qu'on a développé aussi au cours de l'histoire d'Evaneos. Il y avait un ADN très fort autour du tourisme responsable quand on a créé Evaneos, et on l'assume de plus en plus, et on a maintenant une offre qui est de plus en plus, en anglais compliant, qui respecte un cahier des charges précis qu'on s'est fixé. On a été certifié B Corp depuis. Et donc l'idée, c'est vraiment d'imposer quelque part notre vision du voyage, du tourisme, et de redonner des lettres de noblesse au voyage, quoi. Donc c'est ce qu'on espère faire avec nos voyageurs. Parce qu'au moment où vous avez lancé Evaneos, 2009, on prenait l'avion sans tellement se poser de questions. Vous avez commencé, il me semble, votre première agence, c'était à Madagascar, c'est ça ? Ouais, en fait, on a eu l'idée d'Evaneos quand on a rencontré donc un agent local, alors qu'on appelle dans le jargon du tourisme un réceptif, Oui. donc dont le métier originellement en fait est d'être un prestataire local des tours opérateurs. Et donc moi j'imaginais à l'époque que les tours opérateurs avaient des salariés partout dans le monde pour opérer les voyages, et en réalité je me suis rendu compte que c'était pas le cas, et donc ils avaient des réceptifs sur place. Et donc on avait rencontré un réceptif à Madagascar qui nous disait qu'il commençait à tenter de vendre des voyages sur le web, mais qu'il n'était pas outillé pour ça, qu'il connaissait pas le marketing en ligne, qu'il connaissait mal les clients, etc. Mais en revanche, il avait une vraie joie à faire valoir son expertise, là où avec un tour opérateur, en fait, il répliquait chaque semaine le même voyage, le même tour en groupe, etc. Et donc l'idée est venue comme ça. Et donc là, on a clairement développé l'idée qu'on devait équiper techniquement ces agences locales. On a commencé à développer du software aussi pour qu'ils puissent préparer les voyages, les planifier, se faire payer, etc. Enfin, tous les systèmes qu'on peut imaginer pour créer des voyages. Et donc, on se veut vraiment être une travel tech, donc une boîte de tech pour aider à finalement réhumaniser le voyage, quoi. Toi, tu venais de l'univers de la tech, ou c'était Yvan qui était Moi, plutôt pas tech ? du tout. Sorti mes études, j'ai fait une école d'ingénieur, puis de commerce, et j'ai fait du conseil. Mais j'adorais voyager. Mais j'avais jamais imaginé créer une entreprise dans le voyage, qui était une de mes passions. Et c'est la rencontre avec Yvan, en fait, qui a cristallisé ça. Et lui était, on va dire, plus geek que moi. Il était ingénieur, mais il avait appris à coder. Et donc, on avait une bonne alliance de compétences, je dirais, moi qui étais plus, on va dire, business, et lui plus technique. Et finalement, nos chemins se sont croisés. Moi, je suis par la suite devenu plus technique, et lui plus business. Ok. Et donc, c'est né comme ça. Ok. Et quand tu dis que vous pouvez faire n'importe quel voyage sur mesure, ça veut dire que si vous pouvez avoir un client aujourd'hui qui arrive avec un besoin, si vous n'avez pas déjà de réceptif sur place qui sait faire ça, vous allez être capable d'aller chercher des fournisseurs spécifiques. Alors, on va pas ou... le chercher spécifiquement pour un voyageur qui nous D'accord. contacterait, parce que j'ai pas d'exemple en tête où un voyageur nous aurait coincé, ou à l'ordre 1, on était incapable de faire ce qu'il souhaitait. On a un réseau de plus de 600 agences locales dans 160 pays, donc on a plusieurs par pays. Et donc, ils ont, je dirais, une largeur d'offres qui est vraiment importante, et on a une offre qui est beaucoup plus large que n'importe quel tour opérateur, parce que l'offre, en fait, elle est liée à la connaissance de ces agences qui est énorme, et pas à une base de données qu'on constituerait. Et ce que font les tour opérateurs, c'est de négocier chaque année des prix sur quelques hôtels dans la destination, sur quelques tours, et nous, on n'est pas du tout limité par ça. Donc ça nous permet de faire beaucoup de choses, et par la suite, on s'est également développé en dehors de la France. Donc notre réseau d'agences locales, en fait, il est à la fois multithématique, multidestination, mais aussi multilingue, puisqu'on opère Evaneos, bon, évidemment pour les Français, mais aussi pour les Allemands, les Italiens et les Espagnols. Et est-ce que au moment où vous avez créé Evaneos, vous aviez déjà cette idée-là en tête ? C'est vraiment ça que vous alliez créer ? Vous avez dû pivoter à plusieurs reprises Non, pour on avait ajuster au début, en fait, une idée qui était assez fixe. C'était juste de permettre aux voyageurs de voyager différemment, avec plus de sens. Et donc la première chose qu'on avait faite, c'était de créer une collection de guides de voyage papier, donc qui n'était absolument pas digitalisée au début. L'idée, c'était de la digitaliser ensuite. Mais on était rentré par le contenu en disant, pour aider les gens à faire des meilleurs choix, il faut rentrer par l'inspiration, le contenu, le conseil.
Moi, j'étais monsieur business et en charge de faire le business plan. Et faire un business plan d'un guide de voyage papier, même en 2009, c'était assez compliqué si tu voulais en tirer un salaire. C'était quoi l'édition du coup? C'était un métier d'édition avec des marges relativement faibles, du coup des volumes assez énormes à produire avant de commencer à gagner de l'argent, et avec des coûts de production et de contenu qui étaient vraiment élevés. Et donc on s'est dit, comment est-ce qu'on peut arriver à gagner de l'argent sans perdre le sens de ce qu'on veut faire? Et du coup, l'idée a été de rentrer plus dans la transaction du voyage. Et le déclic est venu quand on a rencontré ce réceptif à Madagascar, où on s'est dit, en fait, il faut qu'on aide ces gens-là à vendre eux-mêmes leur voyage. C'est eux qui ont la valeur ajoutée locale. Et quand on est au milieu de la transaction, on peut se rémunérer à la commission et gagner de l'argent à chaque vente qu'on fait, etc. Et donc, dès la première année, en fait, une fois qu'on a eu l'idée, on a commencé à gagner de l'argent et avoir un business model qui a été efficace, mais sans cette vision derrière comme on le dit maintenant, d'être at scale, de lever des fonds, etc. Et c'était même plutôt l'inverse. Au début, on s'était dit, on entreprend parce qu'on veut être libre, on veut pas lever de fonds, on veut dépendre de personne, etc. Alors, il se trouve que par la suite, on a levé pas mal de fonds, et voilà, donc il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais l'idée initiale était vraiment autour du sens et de notre vision du voyage. Parce que vous levez des fonds en 2011, il me semble, la première fois. Ouais. C'était déjà une plateforme à ce moment-là, Evaneos. C'était déjà une plateforme. On avait créé la plateforme en 2009. Il devait y avoir une trentaine ou quarantaine de destinations avec une petite centaine d'agences locales. On commençait à générer quelques millions de volumes d'affaires, avec un modèle qui était en fait assez éprouvé. Et donc en fait, on est allé voir Isaïe à l'époque, qui est un fonds d'investissement qui avait été créé par Pierre Kosciusko-Morizet, entre autres, et qui en fait a cru au projet et qui a aimé, je pense, l'aspect disruptif qu'on apportait sur un marché en fait qui était très traditionnel. Et nous, on avait quelque part un peu renversé la chaîne de valeur, enlevé des intermédiaires, et ça, c'est le digital qui permet ça. Et donc, c'est ce qui nous avait permis de faire cette première levée de fonds qui était de 700 000 euros, qui pour nous à l'époque était une somme absolument énorme. Du coup, vous avez recruté sur la base de cette Et donc, première levée de fonds, les premières choses qu'on a faites, c'est qu'on a recruté effectivement. On a constitué notre premier comité de direction. On a recruté par exemple quelqu'un qui venait de TUI, qui est le plus gros tour opérateur mondial et qui connaissait beaucoup de réceptifs locaux. On a recruté plus de développeurs, et là on a une stratégie produit de plus en plus forte, notamment autour du logiciel pour les agences locales. Et on a commencé à internationaliser. On a lancé à ce moment-là notre premier autre marché que la France, qui était l'Espagne. Ok, vous aviez des concurrents qui faisaient des choses similaires à vous à l'époque? On n'avait pas de concurrents, enfin on a vraiment inventé ce modèle. Après il y avait plein de concurrents qui permettaient à des gens d'organiser des voyages. Ça c'est clair que c'est pas nous qui avons inventé ça. En revanche, cet accès direct aux réceptifs locaux, c'est nous qui l'avions inventé. Et donc à l'époque il n'y avait pas de concurrents, il y en a eu pas mal depuis qui se sont lancés. Et je pense que le fait d'avoir été les premiers à inventer le modèle, à lever des fonds sur ce modèle, nous a permis de maintenir en fait une longueur d'avance un peu permanente depuis. On est vraiment resté leader et on a construit aujourd'hui en Europe une position de leader européen sur ce modèle-là. Et quand tu dis que vous ne vouliez pas lever de fonds, finalement vous avez commencé à lever de fonds, est-ce qu'à chaque fois que vous avez levé des fonds, vous vous disiez bon c'est la seule fois et après on pourra vraiment avancer avec justement en gardant notre liberté par rapport à des fonds, ou en fait finalement une fois que vous aviez mis le pied dedans, vous êtes dit finalement ça fonctionne bien comme ça C'est vrai que la première fois on se pose pas mal de questions et on se demande pourquoi on le fait, etc. Et en fait l'envie finalement de croître, de se développer, de constituer une équipe solide, de recruter des talents meilleurs que nous sur leurs expertises, etc. En fait elle prend le pas. Et une fois en revanche qu'on a fait la première levée de fonds, effectivement en fait c'est un appel à en faire d'autres. Parce qu'on se crée des besoins, parce qu'on a envie de continuer à lancer des nouveaux marchés, par exemple. C'est ça qui a drivé nos levées de fonds suivantes, notamment. Je mettrai entre parenthèses la levée de fonds qu'on a faite pendant le Covid auprès de nos actionnaires actuels, qui était un peu particulière, parce que c'était plutôt pour faire face à une situation compliquée. Mais effectivement, il y a eu ensuite une ambition qui s'est, je dirais, accélérée au fur et à mesure des levées de fonds, parce qu'en fait, on voyait qu'on arrivait à dépenser l'argent efficacement, à croître, que le modèle plaisait de plus en plus, que finalement, le voyage durable, sur mesure, c'était plus une niche, et au contraire, c'était un des segments les plus dynamiques du marché du travel. Et donc voilà, c'est cette excitation, cette adrénaline, quand on a les moyens de se développer, qui quand même est extrêmement satisfaisante. Quand tu parles de la levée de fonds que vous avez faite pendant le Covid, c'était du coup la levée de fonds qui a eu lieu en 2022, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais, que vous avez dû enclencher, j'imagine, avant, parce qu'effectivement, ça a dû être dramatique. Enfin, combien de
temps ça a duré pour vous, le Covid? Qu'est-ce que ça a eu comme impact? Alors nous, le Covid, il a duré longtemps parce qu'on a probablement été les premiers à y rentrer et parmi les derniers à y sortir en termes de business parce que, évidemment, le tourisme s'est arrêté quand la pandémie est sortie de Chine. Et au mois de mars 2020, c'est ça, 2020, ouais, les vols se sont arrêtés et donc on ne pouvait plus voyager. Donc, avant même qu'on parle de confinement, etc. Donc ça nous a touché très tôt. Et on en est sorti finalement assez tard et quelque part au début de 2022. Donc ça a duré quasiment 2 ans, avec un volume de réservation qui a chuté de plus de 90% en fait pendant la période. Et donc on a dû s'adapter à la fois d'un point de vue des coûts, on s'est adapté aussi en allant chercher des aides. Et on a la chance en France d'avoir pu bénéficier d'aides qui ont été relativement nombreuses, dont le PGE par exemple, donc une dette garantie par l'État. Il y a des subventions aussi qui ont été versées au tourisme. Les politiques aussi ont fait des gestes vis-à-vis d'entreprises du tourisme pour permettre d'imposer aux voyageurs en fait, de reporter et pas d'annuler, de devoir les rembourser, ce qui aurait mis par terre l'industrie en fait. Donc voilà, il y a eu tout un tas d'actions qu'on a faites, et y compris effectivement de demander aux investisseurs de remettre la main au pot, ce qu'ils ont fait en croyant avec nous. Et ça a été extrêmement énergisant pendant la période, en croyant qu'il y aurait une sortie du Covid déjà, et qu'en sortant, on serait encore plus fort. Et donc nous, on a passé notre temps pendant le Covid à réfléchir comment on en sortirait plus fort, à la fois d'un point de vue financier, donc c'est pour ça qu'on a aussi réinjecté des fonds, mais aussi d'un point de vue produit, technique, marketing, positionnement, offre, équipe. Enfin, voilà, on a fait un travail vraiment de fond qui a été payant une partie l'année dernière et qui est très payant cette année. Ok, bah ça, on va en reparler juste après. J'étais juste curieuse d'une chose. Est-ce que tu as senti une réelle différence entre les moments où, j'imagine, vous avez levé des fonds dans une période d'ultra-croissance, où c'est peut-être facile, entre guillemets, d'aller raconter une très belle histoire, d'aller montrer que tout va bien, que vous allez aller encore mieux, et cette période plus difficile où, en fait, on arrive plutôt dans une période de difficulté, où on vend quelque chose, ou un projet, mais qui est peut-être plus difficile à sentir en termes d'ambiance. Est-ce que ça a joué dans la négociation, ou vous êtes Oui, alors un... ce qui joue, en fait, ce qui est difficile dans ces moments-là, alors déjà, ce qui est plus facile que dans une période où on va aller chercher des nouveaux investisseurs, c'est qu'on a fait cette levée auprès des investisseurs qu'on avait déjà au capital et qui avaient intérêt en fait à ce que Evaneos soit le mieux équipé pour vivre, pour survivre même, et qu'on sorte de la crise encore plus fort. Et eux, de leur point de vue, qu'ils arrivent à atteindre des valorisations qui sont supérieures au moment où ils sont rentrés. Et je pense que ce sera le cas. Donc on est content de ça. Et finalement, voilà, c'était un investissement qu'il fallait faire pour redonner de la dynamique au business, pour maintenir au maximum les emplois, etc. Ce qui est compliqué dans ces périodes-là, c'est de valoriser l'entreprise. Et c'est même quasiment impossible, en fait, parce que potentiellement 6 mois après, si le business reprend, d'un coup, en fait, l'exercice de valorisation est différent. Pendant la crise Covid, en perdant 90% de son chiffre d'affaires, potentiellement la valorisation, elle est plutôt aux alentours de, on va dire, 0. Et donc, c'est compliqué. Donc là, du coup, on utilise des outils, plus d'obligations convertibles ou des choses comme ça. Donc là, dans cette levée de fonds qu'on a faite, il y avait un mix d'obligations convertibles, de capital. Et tout ça a été converti ensuite à un niveau de valorisation plus raisonnable une fois que le business avait repris. Donc ça permet aussi de se protéger, nous, en tant que fondateurs. Et donc voilà, tout le monde a bien joué le jeu et je dirais qu'il n'y a pas eu de discussion trop complexe. Et ça a été le fruit aussi, je pense, d'une relation de confiance qu'on avait créée avec les investisseurs pendant de nombreuses années. Globalement, ils ont... et ça n'a peut-être pas été le cas avec toute leur participation, mais je pense qu'il y avait une vraie confiance dans notre capacité à manager l'entreprise pendant la crise, à prendre les bonnes décisions. Et ils ont été rassurés par les premiers instants de la crise. Et du coup, finalement, je dis pas qu'ils ont remis au pot de bon cœur, mais en tout cas, ça n'a pas été trop complexe. Et alors, quand tu dis que vous avez passé justement ce moment à imaginer l'après, qu'est-ce qui a changé? J'imagine qu'il y a eu des choses qui ont radicalement changé autour de ces années-là, notamment, j'imagine, tout ce qui est autour du tourisme responsable. Qu'est-ce que c'est voyager de manière responsable? Ouais, alors ce qu'on a travaillé pendant cette période-là, c'est effectivement, il y a cet aspect-là de tourisme responsable et de se dire comment, en fait, on peut aligner encore plus notre vision du tourisme et de son développement à long terme, d'un point de vue, on va dire, assez macro, assez industriel. Quels sont les enjeux du tourisme au niveau global et comment nous, on peut être une réponse à ça. Donc il y a évidemment l'aspect environnemental déjà, et comment est-ce qu'on limite l'impact carbone du tourisme, notamment en voyageant plus proche, en permettant et en incitant les gens à voyager s'ils voyagent loin plus longtemps, en se disant peut-être que si je vais au Japon, je vais aller une seule fois dans ma vie, je vais prendre un seul aller-retour dans ma vie pour y aller, donc autant y rester longtemps et vraiment découvrir l'endroit.
éviter de partir en long courrier pour rester une semaine sur une plage, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on ne fait pas. Donc, c'est des choses qu'on assume de plus en plus. Beaucoup d'initiatives locales pour pousser nos agences réceptives à éviter de donner des bouteilles en plastique, par exemple, aux voyageurs, à faire visiter des lieux dans lesquels on exploite des animaux qui sont uniquement créés pour les touristes, par exemple. Donc, voilà, on a tout un cahier des charges qui est respecté par nos agences réceptives. Et on a tout un sujet aussi autour du surtourisme, qui pour moi est un vrai enjeu à long terme du tourisme. Pour vous donner un chiffre, en fait, aujourd'hui, vous avez 50% des touristes mondiaux qui se massent à peu près dans 10 destinations, donc qui sont extrêmement concentrés à la fois d'un point de vue géographique et d'un point de vue temporel. Donc ils sont aux mêmes endroits, au même moment, à peu près dans l'année. Ce qui engorge les lieux, ce qui dégrade l'expérience, d'abord pour les touristes, mais aussi en fait pour les populations locales qui abîment les lieux, etc. Donc, nous, on a un vrai combat chez Evaneos qui est d'arriver à mieux répartir les flux touristiques, à la fois d'un point de vue géographique et temporel, et d'expliquer, en fait, c'est beaucoup d'explications, c'est beaucoup de pédagogie, que finalement, un safari en Tanzanie, il est aussi bien, voire mieux, au mois d'août. Alors certes, il fait plus chaud, c'est la saison des pluies, mais on voit plus d'animaux parce que... enfin, d'ailleurs, plutôt on en voit plutôt moins, mais dans des meilleures conditions, et avec, moi je l'ai vécu aussi avec une expérience un peu de baroudeur, de recherche, d'aventurier aussi, là où si on y va à Noël, en fait, on va faire la queue avec son 4x4 pour voir un lion, quoi. Donc voilà, il faut expliquer ça. Il faut aussi expliquer qu'il y a plein de destinations qui sont relativement peu connues, mais qui créent des expériences pour les touristes qui sont fabuleuses. Et même au sein des destinations, typiquement aujourd'hui, si vous dites à quelqu'un qui va au Pérou, forcément il va aller au Machu Picchu. Et il y a plein d'autres endroits au Machu Picchu qui ressemblent au Machu Picchu, qui sont absolument magnifiques, dans lesquels vous serez tout seul et vous n'êtes peut-être pas obligé d'aller au Machu Picchu. Et donc voilà, nous, c'est vraiment, pour nous, le tourisme durable, c'est arriver à créer plus de réflexes chez les voyageurs et chez les professionnels du tourisme pour créer un tourisme qui soit plus vertueux. Et donc, ça passe par beaucoup d'actions locales concrètes et par de la communication auprès des voyageurs. Et est-ce que toi, qui voyageais beaucoup avant, déjà, première question, est-ce que tu as pu continuer à voyager pendant ton expérience? Parce que on sait tous que ça a aussi dû être une période qui était très prenante. Et est-ce que si tu as pu continuer à voyager, ça a changé aussi quelque chose dans ta manière de voyager? Il faut être aligné aussi avec ce qu'on dit. Et moi-même, dans mes pratiques de voyage, j'ai changé beaucoup de choses. J'ai reçu avant-hier un email d'Air France qui m'annonçait que j'étais devenu Silver. Là où j'étais Platinum en 2019, quoi. Donc, en fait, pour beaucoup, ce serait peut-être une mauvaise nouvelle. Moi, c'était une bonne nouvelle. Je me suis dit, voilà, je prends moins l'avion. Je fais en sorte de choisir quelque part mes vols quand j'en prends. Et quand je voyage, je le prépare, je le fais bien. Je voyage avec mes enfants maintenant. Et donc, je suis pas dans une logique de consommation du voyage et de cocher les cases des décisions que j'ai faites, mais plutôt de me dire, voilà, je réfléchis maintenant un an à l'avance au projet que j'ai envie d'avoir avec mes enfants quand je les emmène voyager, que on arrive aussi à quelque part compenser les impacts négatifs qu'on peut avoir d'un point de vue environnemental par des impacts positifs de l'ordre sociaux, de l'ordre de l'apprentissage aussi. Le voyage, c'est aussi quand on voyage avec des enfants, par exemple, une vraie opportunité apprendre pour eux, mais aussi apprendre si on est confronté aussi à des sujets locaux, parce qu'il y a des vrais échanges culturels. Voilà, c'est ça aussi qui fait que le voyage doit continuer à exister. Il crée beaucoup d'emplois locaux, donc il faut être attentif aussi, j'en ai pas parlé, à dans quel type d'hôtel on va rester, quel type d'activité on consomme, parce que ces activités ou ces hôtels vont générer plus ou moins d'emplois locaux. Les profits vont rester plus ou moins dans la destination. Donc nous, on essaye d'être de plus en plus regardant sur ces sujets pour que quand un tourisme dépense de l'argent, il profite vraiment aux communautés locales. Donc voilà, donc il y a des impacts positifs. Le tourisme est absolument vital pour la planète, je pense, à la fois d'un point de vue culturel et économique, mais il doit se faire de manière plus raisonnée. Et donc j'essaie de me l'appliquer à moi-même aussi. Ouais. Et c'est la vision que Yvan partageait et il a évolué comme toi dans cette Oui, vision? on a toujours été très alignés là-dessus. Yvan, il est même assez militant, hein, c'est quelqu'un de très engagé sur plein de sujets. Donc on s'est de toute façon, on a de toute façon créé Vaneos il y a 15 ans, en fait, autour de cet ADN commun, autour d'inventer une forme de tourisme qui soit plus vertueuse. Donc voilà, cette source-là, je dirais, elle s'est pas tarie, et au contraire, elle a plutôt eu tendance à grandir. Et vous étiez rencontrés comment avec Yvan?
Alors j'ai reçu un email via une mailing list d'anciens d'HEC Entrepreneurs, donc les alumni d'HEC Entrepreneurs. Et lui, il n'avait pas fait HEC Entrepreneurs, mais il avait une amie qui l'avait fait, et donc il avait quelque part posté une annonce sur cette mailing list en disant, voilà, moi je reviens d'un tour du monde que j'ai fait autour de la thématique de l'eau. Donc il avait créé des projets autour de l'eau un peu aux quatre coins du monde pendant un an. Et il avait été un peu transformé par cette expérience de voyage et il souhaitait créer une boîte dans le voyage. Et il disait, voilà, je cherche un associé pour créer des nouveaux modes de tourisme, pour utiliser aussi mon savoir-faire digital pour que ce soit utile et que ça serve ma passion. Et donc moi j'ai reçu cet email, j'étais consultant dans mon bureau, pas loin de la Défense, on s'est vu 2 fois et j'ai claqué ma démission assez vite. Et donc sans qu'on ait l'idée du tout d'Evaneos en fait, hein, ça a été vraiment une envie de creuser des sujets ensemble et de défendre une vision du tourisme, mais sans aucun début de solution au début. Ok, et tu as trouvé, parce que le réseau HEC Entrepreneurs, c'est quelque chose dont on entend pas mal parler. Il me semblait qu'ils disaient qu'ils avaient plus d'un quart des licornes françaises qui étaient liées à HEC Entrepreneurs. Est-ce que toi, tu trouves que c'est un réseau que vous avez par la suite beaucoup utilisé ou c'était vraiment un concours de circonstances Est-ce que c'est un réseau qu'on a utilisé toi, ça t'a servi peut-être après Alors oui, effectivement, typiquement notre première levée de fonds, en fait mon parrain de promo à HEC Entrepreneurs, c'était Pierre Kosciusko-Morizet. Donc évidemment, quand on s'est dit qu'on allait lever des fonds, c'est la première personne que j'ai appelée. Donc oui, ça nous a servi. Après, ça m'a beaucoup servi, on va dire, d'un point de vue relativement informel, parce que je m'y suis fait beaucoup d'amis qui forcément, pour beaucoup d'entre eux, ont créé des entreprises. Et du coup, le partage d'expérience entre entrepreneurs est je pense, absolument clé, quoi. Donc ça a été... je me suis fait, grâce à ça, un vivier d'entrepreneurs autour de moi qui sert, sans qu'il y ait de bénéfices, je veux dire, très direct, très concret pour Evaneos. Mais c'est plutôt une façon de partager nos expériences qui est utile. Et il y a un autre réseau sur lequel je voulais te faire rebondir. Il me semble que vous avez été cité ou vous faites partie des Next 40. Ouais. C'est un label. Et j'aurais bien aimé que tu puisses nous en parler. En quoi ça consiste? Qu'est-ce que ça a pu vous apporter, vous? Alors, le Next 40, ça a été créé en 2018 ou 2019, je pense, donc avant le Covid. Parce qu'en fait, il se trouve qu'on n'y est plus, pour les raisons liées au Covid. Qui était en fait créé par Bercy, par la French Tech. Une sorte d'indice des plus belles, plus grosses, plus prometteuses scale-up françaises. Un peu un pendant du CAC 40, mais scale-up. Et d'ailleurs, il y a eu des rencontres avec des patrons du CAC 40 au sein du Next 40, etc. C'était assez marrant. Et donc l'idée, c'est comme ça de promouvoir la French Tech à travers un peu les scale-up les plus prometteuses. Ensuite, il y a eu le French Tech 120, donc ils ont élargi à 120 entreprises. Et donc, il y a des critères à la fois de croissance, de levée de fonds. Et donc, on est sorti de l'indice pendant le Covid, parce que nous, on a été plutôt... on a battu des records en termes de décroissance plutôt, donc ça ne fait pas partie des critères. Mais on espère pouvoir y revenir bientôt là. Ouais. Ok, donc ça t'apporte principalement, j'imagine, du donc réseau, ça a apporté, de la en fait, visibilité. ils apportent du réseau, ils apportent un accès privilégié à des administrations, qui était extrêmement utile, à l'INPI, à la BPI, à tout un tas d'administrations qui sont utiles quand on développe son entreprise. Et la France est un peu quand même championne du monde en termes de complexité administrative quand on crée son entreprise. Et donc, ils ont conscience de ça. Et le Next 40 aussi, c'était une manière un peu de contrer ça et aussi d'essayer d'apporter de la facilité pour faire grandir son entreprise et notamment aussi l'international. Parce que l'enjeu pour l'État, c'est aussi de créer des champions de la tech français. Et en 2018-2019, il y avait beaucoup moins de licornes qu'aujourd'hui. Et il y a quand même, ça a été en tout cas un des éléments qui a participé à mettre plus de coups de projecteur de la part notamment des investisseurs américains sur la France et d'aider à créer des licornes, et il y en a de plus en plus. Ok, j'ai une dernière question. Après, je passerai la parole aussi à Rémi, qui a plein de questions pour toi. Tu as annoncé très récemment que tu quittais une partie de tes fonctions chez Evaneos. Donc, tu étais directeur général jusqu'au mois de septembre. Ouais. Tu as 2 personnes qui te remplacent, Aurélie Sandler et Laurent Chorivi, c'est ça? 2 personnes, je pense qu'il fallait bien 2 personnes pour te remplacer. Est-ce que tu peux juste... Moi, ce que j'aimerais savoir surtout, c'est déjà, pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui t'a fait penser aussi, tu vois, que c'était le bon moment
pour quitter tes fonctions, parce que c'est une question que je pense que tout entrepreneur se pose à partir du moment où la boîte commence à rouler un petit peu. Tiens, à quel moment est-ce que j'ai encore ma place? Est-ce que je suis encore la meilleure personne pour faire ce boulot-là? Voilà, donc qu'est-ce qu'ils apportent eux par rapport à toi? Qu'est-ce que ça change pour toi aussi? Ouais. Je pense que ce qui a fait germer cette idée chez moi et chez Yvan, qui aussi un peu avant a été sorti, on va dire, de l'opérationnel. Et l'idée, c'est pas de sortir d'Evaneos, au contraire, c'est plutôt de se dire on joue notre rôle de fondateur de manière un peu différente qu'en manageant l'entreprise au quotidien. Je pense que c'est cette notion de liberté qui est importante pour moi. Et moi, j'ai pas envie que Evaneos soit que je sois dépendant d'Evaneos et qu'Evaneos soit dépendant de moi. Et j'ai besoin de garder ma liberté et qu'en permanence, je puisse me dire, si à un moment donné, c'est pas le cas aujourd'hui, j'ai envie de faire complètement autre chose, ça sera possible. Ça, c'est assez important pour moi et que je ne me sente pas emprisonné dans ma vie d'entrepreneur. Et quelque part, ça a été ce qui a fait germer l'idée. Ensuite, et ce qui est plus rationnel, je pense qu'au bout de 15 ans, finalement, on a probablement apporté 90 ou 95% de ce qu'on pouvait apporter à l'entreprise. Et que finalement, apporter des nouvelles énergies, des nouvelles compétences, des nouvelles personnes, ça fait du bien aussi. C'est de l'hygiène, je pense, pour l'entreprise aussi, d'avoir du renouvellement managérial. Donc, que nous, on avait créé au sein du comité de direction régulièrement. Mais finalement, on se l'a appliqué aussi à nous-mêmes en se disant, si on confie les rênes, en plus à 2 personnes qui étaient déjà chez Evaneos, qui avaient fait leurs preuves, qui sont de grande qualité, qui partagent la vision stratégique qu'on a, qui partagent la vision culturelle qu'on a de l'entreprise aussi, et donc finalement avec lesquels on va travailler de manière hyper naturelle, en fait ça peut être que du positif pour Evaneos. Et par ailleurs, j'avais aussi des engagements auprès d'une autre entreprise, peut-être qu'on en parlera aussi après, qui me prenaient un peu de temps, et rendre tout ça compatible avec l'ambition qu'on a pour Evaneos, parce que l'idée c'est pas de manager Evaneos part-time. Je pense que l'entreprise mérite beaucoup plus que ça. On a une ambition qui est vraiment forte, et donc avoir 2 personnes full-time aujourd'hui qui se dédient à ça, c'est se donner encore plus de chances de réussir, quoi. Tu l'évoquais tout à l'heure, tu avais notamment un deuxième sujet en parallèle. On va accueillir Rémi, qui est notre expert de Sapiens aujourd'hui, qui va aussi te poser des questions sur ces sujets-là. Bonjour Rémi. Bonjour Aurore. Bonjour Eric. Bonjour Rémi. Je suis ravi de discuter avec toi aujourd'hui, Eric, parce que pour moi, Evaneos, ça me renvoie à des super souvenirs. C'était en 2010 et c'était à l'occasion de mon voyage de noces. Bon, je faisais peut-être partie des premiers cobayes ou clients d'Evaneos. Je suis même eu l'occasion de repartir plusieurs fois avec Evaneos. Avant qu'on revienne sur la question, ou en tout cas la discussion qu'on a eue sur la transition sur le sujet de gouvernance d'Evaneos, moi j'aimerais évoquer cette histoire de création d'entreprise et d'entrepreneuriat. Toi Eric, tu viens d'une grande famille d'entrepreneurs, une famille qui a créé un des leaders mondiaux des revêtements de sol, et j'aimerais comprendre en fait quels ont été les déclencheurs, hormis ce que tu évoquais tout à l'heure, la rencontre avec Yvan et un projet, une idée qui a mûri tous les deux, chacun de votre côté. J'aimerais que tu reviennes un petit peu sur les éléments qui... Est-ce que c'est un atavisme familial? Est-ce que c'est une envie que tu avais, un ennui dans le boulot dans lequel tu étais? Que tu reviennes sur cette notion-là pour nous raconter un peu ce qui sont les déclencheurs de la création d'une entreprise. J'avoue que je ne l'ai pas complètement encore analysé et complètement expliqué. En tout cas, je pense qu'effectivement, dans ma famille, j'ai eu un grand-père entrepreneur charismatique et qui a réussi à grande échelle. Donc, j'imagine que ça m'a donné un exemple du fait que c'est possible, en fait, que finalement, on peut voir grand, on peut être innovant, on peut inventer, et que finalement, c'est une question de volonté. Moi, je l'ai vu à l'œuvre, je l'ai compris assez tôt, en fait. Donc peut-être que ça a débloqué chez moi des freins que peut-être la plupart des gens ont. Ensuite, je pense que ça m'a probablement donné envie aussi de réussir par moi-même et de me prouver que j'étais capable de le faire aussi, peut-être. Voilà. Après, je pense que, à l'ordre 1, c'est quand même lié à mon caractère et à une envie d'indépendance, d'autonomie, de liberté dont j'ai parlé avant. J'ai un esprit assez créatif, je pense. Et donc tout ça, c'est pas lié à ma famille, à mon historique, etc. Donc voilà, est-ce que si j'avais été entouré différemment, est-ce que j'aurais fait pareil? J'en sais rien.
Mais en tous les cas, j'ai pas l'impression d'aller contre ma nature ou de lutter contre des névroses particulières en étant entrepreneur. C'est quelque chose qui me plaît, qui est naturel et qui me pousse quoi qu'il se passe à côté, quoi. Et est-ce que justement dans le contexte où tu avais la capacité d'avoir des relais pour échanger sur des difficultés, sur des défis, est-ce que c'est quelque chose que tu as utilisé ou pas du tout, ou au contraire ça crée une pression saine certes, mais tu disais je ne vais pas échanger de mes douleurs en famille parce que chacun son sujet. Oui, enfin, c'est un peu ça, c'est un peu chacun son sujet parce que des douleurs du côté familial, enfin des douleurs, en tout cas des sujets de discussion et des problématiques business, j'en ai connu par ailleurs. Et donc moi j'ai toujours mis en fait un mur assez épais entre ces deux mondes-là. Vraiment l'impression d'avoir un peu de vie, de cerveau, de réseau, etc. Et d'avoir très peu mélangé les deux. Il n'y a pas 1 euro d'argent familial qui a été dans Evaneos. Enfin, voilà, tout ça a été vraiment très séparé. Là, typiquement, là, j'en parle maintenant, mais c'est extrêmement rare, en fait. Et donc, j'ai un peu de vie, puisque maintenant aussi, j'ai une fonction de président de conseil de surveillance chez Target, qui est l'entreprise à laquelle tu fais référence, et donc qui me prend du temps, de la responsabilité, de la charge mentale. Et c'est ça qui me plaît en fait dans ma vie aussi, c'est d'arriver à séparer ces deux choses et d'avoir deux vies un peu très différentes. Voilà, d'un point de vue professionnel, je parle. Justement, je rebondis, puisque tu parles de Target, je rebondis sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur le changement de gouvernance qui a eu lieu, je crois, en septembre, donc assez récemment, au sein d'Evaneos. Moi, la question que je vais te poser, c'est pas tant la raison pour laquelle tu as décidé de devenir chairman et de plus être opérationnel à 100% sur Evaneos. Moi, ce qui m'intéresse, et de pouvoir échanger avec les différents entrepreneurs autour de Sapiens, c'est quel sentiment ça donne pour celui qui a insufflé avec Yvan, avec qui tu as cofondé Evaneos? Quel sentiment ça te donne de prendre un peu de recul, même si je pense que tu es encore hyper impliqué, dans une aventure dans laquelle tu as été celui qui a insufflé tous les jours la dynamique, les valeurs. Donc ça, c'est ma première question. Et la deuxième question associée, c'est notamment sur le sujet du partage de la valeur, du positionnement d'Evaneos qui est très disruptif, à la fois dans son modèle d'affaires, mais aussi dans la manière d'animer les équipes sur un projet de société, au sens premier du terme. Je serais content que tu me dises un petit peu comment tu fais en sorte de continuer à promouvoir en fait ces valeurs-là, et puis aussi qu'est-ce que ça a changé pour toi au quotidien. Alors sur le premier sujet qui est plus la culture d'entreprise, je pense qu'effectivement en tant que fondateur, on garde un rôle qui est extrêmement important, quelle que soit son implication en termes de temps dans l'entreprise, et donc on tient avec Yvan à garder ce rôle-là, tout en se disant qu'on peut faire évoluer la culture. Donc on garde ce rôle-là en étant présent régulièrement dans les bureaux, en gardant le lien avec les équipes, en prenant la parole aussi dans un certain nombre d'événements internes, et en étant vigilant sur le fait que finalement cet ADN, notamment autour de la vision du tourisme durable, responsable au début, soit maintenu, soit gardé et fasse vraiment partie de l'histoire de l'entreprise, quel que soit le temps qu'on y passe. C'est la première chose. Et en revanche, il y a une opportunité, c'est qu'on peut faire évoluer la culture, parce que la culture d'une entreprise, en fait, elle a ses biais aussi, et des biais liés à des fondateurs qui ne sont pas omniscients, qui ne sont pas parfaits, et on peut la perfectionner, on peut l'améliorer, on peut la faire pivoter aussi, parce que toute culture a ses biais, a son lot d'inefficience, et donc voilà, donc l'opportunité d'avoir de nouveaux co-CEO aussi, c'est de rétablir un certain nombre de travailler sur un certain nombre de sujets qui vont nous rendre aussi plus performants, plus exigeants avec nous-mêmes, etc. Donc c'est la première chose. Et donc la deuxième chose, c'est aussi qu'est-ce que ça me permet de voir ou de travailler différemment. Clairement, quand on a la tête dans le guidon, en étant DG d'une entreprise, on ne voit pas l'entreprise de la même manière que quand on est un peu externe, ou quand on n'est pas en tout cas contraint par l'ensemble des problèmes qui arrivent tous les jours quand on est directeur général. Et ces problèmes-là, en fait, ils créent des freins, ils créent des biais, ils empêchent parfois d'avancer suffisamment vite ou suffisamment fort. Et d'avoir quelqu'un plus externe comme moi aujourd'hui, mais qui en même temps connaît très bien le modèle, l'entreprise, j'espère que ça peut permettre de voir aussi les sujets de manière différente. Et j'essaye de jouer ce rôle-là aussi un peu perpendiculaire par rapport au DG. Et ça permet aussi, je pense, ce regard-là
de porter l'ambition plus loin, notamment une force de Laurent et Aurélie, en fait, c'est d'être extrêmement focus sur l'exécution. Ils sont extrêmement bons pour mettre le rythme sur les projets, sur les sujets. Donc ça, c'est une très grande force. Et si moi, j'apporte en perpendiculaire, en fait, une vision un peu plus moyen long terme sur le niveau d'ambition qu'on peut se fixer, sur éventuellement des nouveaux projets qu'on peut lancer, qu'on s'interdisait avant, etc., parce qu'ils sont très forts sur l'exécution, bah, ça peut créer, enfin, si on arrive à faire jouer ça, ça peut permettre de démultiplier vraiment les réalisations qu'on a chez Evaneos, quoi. Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur donc, qui a scalé, parce que c'était le cas d'Evaneos, vous avez plusieurs centaines de salariés, un gros chiffre d'affaires, vous avez vécu une phase qui a été hyper complexe pour beaucoup d'entreprises, mais notamment celle dans le tourisme avec le Covid. Quel est l'élément déclencheur et quel est le moment où tu te dis c'est le bon moment pour nous fondateurs qui avons fait du build pendant 12 ans, 13 ans, pour prendre du recul et apporter autre chose et probablement faire énormément de bien à Evaneos? Quel est le point de pivot? À quel moment tu considères que c'est le bon moment pour le fondateur de prendre un peu de recul et d'apporter d'autres choses et de faire monter en compétence des gens qui sont potentiellement en interne ou qui sont recrutés en externe d'ailleurs? En permanence, de toute façon, le job d'un dirigeant, c'est de prévoir sa succession. Donc c'est, en tout cas pour une entreprise qui a les moyens de le faire et qui croit... Et ça, je pense que c'est une hygiène qui est extrêmement importante pour une entreprise, et c'est pas que pour le poste du CEO, c'est pour les autres postes de l'entreprise, d'essayer de planifier au maximum en fait la succession, d'avoir un vivier de talents qui permette de reprendre les rôles, etc. Et nous, c'est ce qu'on s'est toujours dit en fait, de recruter des gens qui étaient meilleurs que nous sur leur expertise, qui par leur expérience chez Evaneos et par leur croissance personnelle en tant que manager, etc., finalement peuvent endosser des costumes qui sont plus grands. Et quand on sent que des gens sont prêts, autant leur donner la place, je pense. Enfin, c'est vraiment une chance qu'on peut donner à la fois aux gens et à l'entreprise. Si en parallèle, en tant que fondateur, on sent qu'on peut être aussi limitant, parce que forcément, on commence à avoir ses marottes, on commence à avoir ses routines, on commence à être frustré aussi par des choses qu'on n'a pas forcément délivrées au niveau qu'on espérait délivrer, et donc ces frustrations peuvent se sentir, etc. Et ça crée pas toujours une énergie qui est bonne pour les équipes, notamment. Je dis pas que c'était chez nous un gros problème. En tout cas, il peut y avoir des petits signaux parfois qui présagent de ça. Et quand on a les bonnes personnes en face qui peuvent apporter justement cette nouvelle énergie et qui, à terme, auront aussi leurs propres marottes, mais les ont pas tout de suite, je pense que c'est très sain. Et ils apportent leur façon de voir les choses, et ils apportent aussi leur lot d'opportunités et de challenges sur le business, sur la culture, voilà. Donc moi je crois pas à un monde qui est stable, qui doit se satisfaire de ma vision à moi et de celle d'Yvan et moi, mais qui doit être complété par celle d'autres, et je pense que c'est ça qui continuera à faire notre succès. Merci Eric. Dernière question à ce sujet. Comment on articule quand on a un changement de gouvernance de ce type avec les fonds, ceux qui ont investi et qui finalement ont misé sur une équipe de départ, et après Evaneos a pris son envol, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas le sentiment qu'il y a un détachement de la part des fondateurs. Ouais. Enfin, quelle histoire on raconte, et dans la réalité comment les choses sont vécues en fait. Ouais. Parce que j'imagine que c'est pas les fonds qui vous ont incité à prendre du recul, en tout cas d'un point de vue opérationnel, c'est une décision qui est celle d'un dirigeant, d'un fondateur. Donc j'aimerais que tu nous parles un peu de ça. Ouais, non, c'est pas eux qui nous l'ont demandé. Je pense que pour que ça marche, il faut que ce soit anticipé, il faut que ce soit transparent, il faut que ce soit discuté. Si on leur avait dit du jour au lendemain, je pense que ça aurait été mal vécu. Nous, depuis le début, en fait, et je reviens à mon leitmotiv de liberté, je pense que c'est important quand on lève des fonds, qu'on met un investisseur à bord de l'aventure, d'être assez clair quand même sur ses drivers à lui, sur ses drivers à soi en tant que fondateur. Et nous, on a toujours été transparents en disant que pour nous, la liberté, c'était important, qu'on avait un commitment vis-à-vis d'eux de développer l'entreprise, mais qu'on n'allait pas s'attacher avec des menottes systématiquement, forcément, et qu'on fera évoluer le management, qu'on fera rentrer des talents, etc. Et c'est dans leur intérêt aussi, je pense. Donc, tout ça, on l'a dit très tôt. Même avant le Covid, on avait eu cette discussion de potentiellement nommer un DG, à l'époque.
qui aurait été à l'époque plutôt un DG de l'externe, parce qu'on n'avait personne de prêt en interne. Et le Covid est arrivé. Et là, on s'est dit, ah, non, c'est à nous de le faire là. Et là, c'est un peu le côté ingénieur qui revient au galop. Il y a un problème, on a envie de trouver les solutions, quoi. Donc là, on s'est dit, on va pas demander à quelqu'un d'autre de résoudre ce problème. Et donc, avec Yvan, on s'est dit, bah là, tant que le Covid sera là, tant qu'on n'aura pas remis la boîte sur les bons rails, ça va être à nous de gérer le truc et on est les seuls à pouvoir le faire. Et donc c'est ce qu'on a fait. Et là, depuis cette année où on s'est remis sur des rails, le business est au-dessus de 2019, il est rentable, il y a la bonne équipe, etc. Nous, on a le sentiment d'avoir fait le job et de pouvoir remettre cette discussion sur la table avec les investisseurs. Et ils n'ont pas été choqués du tout, ils ont compris, et voilà. Puis après 15 ans, c'est une belle tranche de vie. Et 15 ans, ouais, on n'a pas à rougir quand même du niveau d'implication qu'on a mis dans le développement et qui est encore très fort, quoi. Donc tout ça se passe de manière extrêmement saine, ouais. Merci. Je voudrais rebondir sur un autre sujet, parce que Sapiens, on parle aussi de patrimoine chez Sapiens. Quelles sont, quand tu décides d'investir, quelles sont les entreprises dans lesquelles tu aimes investir, si tu investis dans certaines d'entre elles, et quels sont les drivers? Est-ce que c'est accompagné? Est-ce que c'est performé? Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a des verticales que tu te refuses, des verticales dans lesquelles tu as envie d'aller? Non, j'ai aucune stratégie particulière. Je fais assez peu d'investissements parce que j'ai pas le temps. Mais je l'ai fait parfois. J'ai dû investir dans 5-6 startups, je pense, en tout. Et sans aucune stratégie, avec une seule stratégie qui est de me dire j'investis dans des projets plutôt coup de cœur ou de gens que je connais. Et en me disant que je peux perdre de l'argent. Je pense que ça c'est extrêmement important, notamment quand on investit dans des startups à des stades assez tôt, qu'en fait, à la fois, et d'ailleurs, et surtout parce qu'on investit chez des gens qu'on connaît, que si on perd l'argent, c'est pas un problème, quoi, et que ça va pas entacher la relation, et que ça va pas mettre à mal mon niveau de vie, etc., quoi. Donc ça c'est important, donc il faut que ça reste quand même relativement petit, on va dire, par rapport à son patrimoine. Et donc j'ai mis les petits tickets dans quelques startups, dans des secteurs plutôt B2C, je dirais. Récemment plus d'une startup B2B, mais là typiquement parce que ça m'amène aussi à une histoire qui est assez marrante, puisque j'ai investi effectivement que chez des gens que je connais. Et en fait, le premier investissement que j'ai fait, c'est dans l'entreprise qui avait été créée par notre premier stagiaire chez Evaneos. Donc Romain Raffard, qui était notre premier stagiaire, qui, je me souviens, faisait l'aller-retour depuis Paris pour venir dans l'incubateur de l'école centrale à l'époque, était à Châtenay-Malabry, et on avait un bureau très froid, dans des parpaings. Voilà, donc à travers ça est vraiment née une histoire d'amitié aussi, et on est resté en contact. Et il a créé plusieurs boîtes ensuite, dont Bergamote, qui était un site de distribution, de fabrication et distribution de bouquets de fleurs, qu'il a revendu un équivalent anglais, et ça c'était une très belle histoire. J'avais investi tout au début et il a bien revendu. J'ai investi dans des boîtes de copains aussi qui sont encore un peu en train de galérer ou qui ne sont pas développées comme on aurait espéré, mais voilà, c'est le risque à prendre. Et moi je me dis juste que voilà, si je peux faire bénéficier un peu de mon expérience aussi auprès de ses copains ou de ses connaissances, et qu'on a une aventure commune qui, dans le meilleur des cas, débouche sur un bon investissement financier, tant mieux, et si c'est pas le cas, tant pis, quoi. Voilà. C'est une notion de give back. Ouais. Alors, comme on est en train de parler de give back, peut-être que tu as fait venir une invitée qui s'appelle Sarah Tirmarche, qui travaille chez Epic et qui a plein de choses hyper intéressantes à nous raconter. Je vais peut-être te laisser introduire Sarah et la raison pour laquelle tu as souhaité inviter Sarah sur ce plateau et sur ce podcast. Merci Eric en tout cas pour... Alors, Sarah, qui est une personne qui est extrêmement expérimentée et leader dans les sujets en fait, du give back, j'ai envie de dire, qui donc travaille aujourd'hui chez Epic avec Alexandre Mars, qui est le fondateur de Epic, à la fois un entrepreneur et comment dirais-je, quelqu'un un philanthrope, quelqu'un qui réfléchit à son impact et qui a créé Epic pour ça. Et donc moi, il y a, je sais plus quand, mais il y a pas mal d'années, j'ai signé un pledge Epic qui en fait est une promesse
de donner une partie de mes proceeds, de ce que je pourrais retirer en fait en cas de cession de mes parts Evaneos si jamais un jour je les cédais. Et donc c'est une façon, je trouve, de finalement assez tôt de promettre quelque chose sans que ça coûte en fait à l'instant T grand chose, mais c'est plutôt si un jour moi je retire des sommes importantes de mon aventure entrepreneuriale, j'en ferai bénéficier aussi Epic qui du coup on fera bénéficier des associations qui le méritent et ils ont un niveau de sélection des associations qui défendent qui est vraiment fort. Et je vais laisser Sarah en parler parce qu'elle le fera beaucoup mieux que moi. Mais voilà, je suis très admiratif de l'histoire qu'ils ont construite et ravi d'en faire un peu partie. Bonjour Sarah, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et merci beaucoup Eric. Effectivement, alors c'est le Epic Pledge, c'est ça. C'est un format un peu spécifique. C'est pas, j'imagine, la seule manière dont vous fonctionnez dans la fondation. Est-ce que tu peux nous parler déjà de la fondation en règle générale, puis spécifiquement de cette proposition que vous adressez plutôt à des entrepreneurs, combien vous avez d'entrepreneurs, combien ça fonctionne, qu'est-ce que ça représente aussi en termes de parts, de dons et en termes d'action derrière. Absolument. Bonjour à tous, merci Eric pour cette invitation, merci à Sapiens aussi. Effectivement, moi je travaille pour Epic Foundation, on est une fondation internationale créée par Alexandre, comme le disait Eric. On est un pont, je pense que c'est important de comprendre qu'on est un pont, on est un intermédiaire de confiance entre deux mondes qui ne se parlent pas tant que ça ou qui ont parfois du mal à collaborer. On a d'un côté des donateurs, des gens qui ont envie d'avoir cette mentalité du give back, de donner mieux, de donner plus intelligemment et qui n'ont pas forcément la connaissance, le temps, la confiance pour le faire. Donc on est un pont avec eux et avec des associations effectivement de grande qualité qui aujourd'hui travaillent sur la question des inégalités sociales de façon générale. On partage une même mission, une même vision de changer des trajectoires de vie. Ça, c'est quelque chose qui nous réunit, c'est évident. Il y a des personnes très vulnérables, des personnes qui ne sont pas nées au bon endroit sur cette planète. Les inégalités, elles sont nombreuses, sociales, elles sont environnementales aussi aujourd'hui. Et on se dit, il faut agir, il faut plus d'argent, il faut donner à ces associations qui font un travail extraordinaire. Et donc, on essaie de rétablir ce niveau de confiance et de connexion pour encourager le don, un don plus stratégique. C'est vrai qu'Epic, on est un acteur un peu différent. On fait un peu bouger les lignes de la philanthropie traditionnelle. C'est important pour nous. On est dans un monde où les problématiques sociales, elles s'accélèrent. On a besoin aussi d'investir différemment, de regarder le don comme un vrai levier de changement social. Et qu'on essaie de porter ça. On le fait de plein de façons. L'Epic Pledge en est une. On a la chance, Epic, je pense, d'être un mouvement qui réunit un grand ensemble d'acteurs. Nos donateurs, ils sont individuels, ils sont aussi entreprises. Côté individuel, vous allez avoir des grandes familles, vous allez avoir ces entrepreneurs qui signent cet Epic Pledge. Ce qui est important pour nous, en fait, c'est de créer des outils, des solutions de dons, une façon de s'engager qui soit adaptée à là où vous en êtes dans votre vie, dans votre parcours et dans les moyens que vous avez à disposition. Les entrepreneurs, on en a plein qui ont envie d'inscrire cette notion de give back dès le début de l'aventure entrepreneuriale. Qui n'ont pas forcément là tout de suite le temps de se dire ok, pourquoi pas soutenir une asso, mais laquelle, quelle thématique, etc. L'Epic Pledge, il permet de se dire écoute, tu t'engages moralement aujourd'hui, que si un jour effectivement tu as un grand succès, il y aura une partie de ce succès qui sera reversée à ceux qui en ont aussi besoin. C'est en moyenne 3%. Le pledge, environ 3% de la valeur qui est promise pour être redistribuée sous forme de dons. Quand il y a un événement de liquidité, c'est un exit total ou c'est un exit partiel. C'est l'entrepreneur qui choisit à ce moment de liquidité que c'est le moment où vous sortez aussi, ou c'est vous qui pouvez dire maintenant on veut sortir, enfin, comment est-ce que vous... Non, sur le coup c'est vraiment nous on s'adapte à nos contributeurs, donc c'est eux qui vont nous dire à un moment donné là j'ai pu voilà comment évolue ma boîte, je suis rachetée ou je vends tout ou partie de mes actions, donc j'ai envie d'exécuter une partie de mon pledge. Je ne peux pas tout faire parce que je n'ai pas tout revendu, mais j'ai envie d'exécuter maintenant, j'ai envie de contribuer. Et ça, nous, on s'adapte après. Si c'est de la session avant-vente, après-vente, bon, après c'est un peu plus technique, je ne sais pas si on en parle tout de suite, mais on peut. On s'adapte à la vie des entrepreneurs. On a aussi du conseil fiscal qui nous aide pour trouver la meilleure solution de le faire, évidemment. Pour que ça vienne prendre sens pour l'entrepreneur, pour l'entreprise aussi parfois. Pour nous, en fait, la collecte, elle est permanente. Ce soutien aux associations, il est constant.
Donc en fait, après, peu importe quand ça arrive. Fiscalement, ça fait une différence, le fait d'avoir prévu en amont de donner une partie des parts de l'entreprise, ou c'est la même chose que de donner après? Enfin, comment est-ce que ça fonctionne? Alors, de l'avoir prévu avant, non, ça ne va pas te donner plus d'avantages fiscaux. Il y a même certains entrepreneurs qui le font sans avoir toujours la connaissance de toute la défiscalisation qui existe derrière le don. Un Epic Pledge ou toute contribution, c'est d'abord un acte de générosité. On a la chance, cela dit, en France aujourd'hui, d'avoir des très beaux mécanismes de défiscalisation du don. Donc, c'est un vrai encouragement aussi à faire plus. Aujourd'hui, on défiscalise entre 60 et 75% du don en France, donc du montant du don. Donc, c'est pas rien, 60% pour les entreprises, entre 66% et 75% pour les particuliers, que ce soit sur l'impôt sur le revenu ou plutôt l'impôt sur le patrimoine. Donc ça dépend après. C'est vraiment des stratégies ensuite fiscales, mais c'est un intérêt certain. Ça reste un acte de générosité, donc vous n'allez pas gagner de l'argent en donnant. Je pense qu'il faut quand même le rappeler. En revanche, je trouve ça très intéressant d'avoir les discussions avec certains qui me disent parfois ça me permet de flécher un peu mon impôt. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous savez que quand vous allez faire ce don-là sur telle thématique, telle association, telle cause qui vous tient à cœur, le fait d'avoir ce relais de l'État en défiscalisation sur le don, ça permet aussi de flécher un petit peu une partie de ce don, ce qu'on ne peut pas toujours faire, hein, évidemment. Ensuite, il faut, en général, ça se passe plutôt après la cession, donc quand vous avez déjà les liquidités. Ça se passe plutôt après. On en a quelques-uns qui vont nous céder des titres avant vente. Ça permet de réduire un peu l'assiette fiscale sur laquelle ils vont être imposés. Il y a autant de stratégies que d'entrepreneurs, hein, on va dire, mais on essaie de trouver la meilleure solution pour tout le monde. Bien sûr, et je trouvais ça intéressant ce que tu disais sur l'idée de flécher l'impôt. C'est quelque chose en fait qui me semble est très répandu dans des pays plus libéraux, je pense notamment aux pays anglo-saxons. C'est quelque chose qui en France peut-être se développe plutôt. Est-ce que vous avez l'impression que justement il y a parfois des incompréhensions, une image qui est un peu négative des fondations ou pas du tout? Comment est-ce que vous vous inscrivez justement par rapport à ça? Alors je ne pense pas qu'il y ait une image négative des fondations. La philanthropie, elle a toujours existé, elle est historique. C'est vrai que Epic porte probablement une vision plus anglo-saxonne de la philanthropie. Qu'est-ce qu'on entend par là? Et ça ne vient pas nécessairement en opposition à l'action publique, au contraire, ça la complète. Une philanthropie, on va dire, plus stratégique. Elle va regarder justement les projets dans lesquels qu'elle va soutenir. Eric le disait, on a, nous, un processus de sélection très construit, très avancé pour aller identifier des projets qui créent de l'impact. On mesure cet impact. C'est parfois pas quelque chose d'évident de se dire on a des processus de mesure, des critères de sélection. On va agir quasiment comme un fonds d'investissement alors qu'on agit sur des causes sociales. Il y en a certains effectivement que ça questionne plus que ça dérange. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une façon d'agir qui est plus efficace. Ça peut questionner l'efficacité dans le monde de la philanthropie. Peut-être qu'on peut se dire donner pour donner, c'est déjà suffisant. Est-ce que donner doit être nécessairement utile? Est-ce que donner, ce n'est pas juste quelque chose d'émotionnel et c'est mieux que rien, quoi qu'on fasse? Et ça, moi, je le respecte complètement. Maintenant, au niveau de la fondation, on se dit que le don peut aussi être une poche de financement qui est indispensable. Donc, c'est juste, nous, notre positionnement. Pourquoi? Je vous prends le cas des questions du réchauffement climatique aujourd'hui. On a à peu près 2% de la philanthropie qui va aujourd'hui sur les questions de réchauffement climatique et d'appui à la gestion du dérèglement climatique tel qu'il existe. C'est très peu, alors que c'est pourtant une crise majeure qu'on traverse. Pour nous, c'est un angle important parce que c'est la plus grande menace, je pense, auxquelles vont être confrontées les générations futures. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour accélérer des solutions sur le terrain qui accompagnent des communautés qui sont déjà face à la question du réchauffement climatique? Comment on fait pour les appuyer, ces solutions, là, tout de suite, maintenant? Et pas juste parler de transition en 2030, 2050 et plus. Aujourd'hui, vous allez dans les pays du Sud, et Eric, tu les connais très bien. Cette question de la pénurie dans les océans, l'aridité des terres, elle est déjà très, très présente. On a des associations aujourd'hui qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'accélérer, qui ont besoin de toucher plus de communautés locales, de les engager, de les accompagner face à cette menace-là. Et donc, il faut aussi plus d'argent. Aujourd'hui, se dire on va aller sélectionner des assos très qualitatifs qui agissent sur le terrain et on va leur apporter un financement pluriannuel
substantielles. Nous, on donne, l'année dernière, c'était plus de 250 000 € par projet qui ont été versés. On va les accompagner dans la durée, on va les accompagner dans leur stratégie pour qu'elles aillent plus loin, pour qu'elles scale, pour qu'elles touchent plus de communautés, plus de pays, etc. C'est essentiel. Et on a besoin effectivement qu'il y ait d'autres personnes qui nous accompagnent dans ce mouvement-là. C'est ce que font nos pledgers et c'est ce que font des entreprises à nos côtés. Le don, il peut être stratégique. Il n'est pas que stratégique. En tout cas, nous, on le porte comme un vrai levier de changement et c'est essentiel. Et justement, je me posais la question, Eric, toi, au moment où tu décides de donner du coup une partie de tes actions à la fondation, tu choisis les associations auxquelles elles sont, vers lesquelles elles sont fléchées, ou c'est vraiment, ça arrive dans le bon commun et c'est vous après qui répartissez? Je crois qu'on peut le faire. En revanche, c'est pas quelque chose qui est prévu, qui est anticipé. Je sais pas à quel terme aussi le cas se produira, et donc. Moi, je fais confiance, en tous les cas. Enfin, ce que, a priori, je ferais, c'est de faire confiance à Epic sur le choix des associations et à ce moment-là, desquelles ont besoin, en fait, de l'argent, quoi. Donc, et moi, je serais curieuse de savoir, du coup, parce qu'il y a évidemment, et comme tu le dis, énormément de causes, énormément de sujets sur lesquels il est juste d'aider. Comment est-ce que vous identifiez, vous priorisez vos sujets? Combien il y a d'associations, par exemple, sur combien de sujets vous intervenez? Est-ce que vous changez? À quelle fréquence? Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors effectivement, côté programme, on appelle ça programme dans la fondation, l'idée c'est de gérer un portefeuille de projets comme le ferait un fonds d'investissement qui gérait un ensemble de participations, un portefeuille d'associations qui sont passées par une sélection, si j'utilise les mêmes termes que les fonds, de due diligence qui dure entre 6 et 9 mois. C'est quoi les questions que vous posez dans une due diligence? Oui, alors on a 4 étapes aujourd'hui dans cette sélection et on a une méthodologie en 15 critères, donc 45 data points, donc ça fait quelque chose d'assez costaud. Il y a 3 grands piliers sur lesquels vont tourner notre sélection, nos questions. Le premier, c'est l'impact, évidemment. Donc, quel type d'impact aujourd'hui? Quels sont les programmes qui sont mis en place? Comment cet impact est mesuré? Comment est-ce que la mesure de l'impact, elle s'intègre dans les programmes? Donc, autrement dit, j'identifie des nouveaux besoins. Comment est-ce que je vais adapter ce que je délivre sur le terrain face à des nouveaux problèmes, des nouveaux publics, des nouvelles régions? Ça, c'est la première partie. Impact, elle est essentielle pour nous, bien évidemment. On est d'abord là pour ça, créer de l'impact. La deuxième, ça va être la question des opérations. Bonne gestion financière, bonne gestion des équipes administratives. Qu'est-ce qui est mis en place? Quel CRM? Quels outils? Quel contrôle? Voilà, les opérations, de façon générale. Et puis la troisième partie, c'est évidemment toutes les questions de leadership et de gouvernance. L'équipe en place, qui est là, pourquoi, est-ce que c'est les bonnes personnes pour s'occuper de telle ou telle population. Quand on parle d'enfance très vulnérables, alors ça va dépendre évidemment des projets. Sur des enfants très fragiles et très vulnérables, vous devez avoir évidemment des professionnels formés. Ça peut être une autre question. Est-ce qu'on est sur une association qui fonctionne sur du bénévolat, du mentorat? Est-ce que c'est pas plutôt des professionnels qualifiés? Voilà. Donc ça dépend évidemment de là où on intervient. Epic a soutenu en 8 ans 53 associations sur 5 continents. Notre portefeuille actuel, c'est 22 projets. D'accord, donc les projets, les autres, ça veut dire qu'ils sont sortis? Ouais, c'est ça, mais ce qui est normal, puisque c'est la vie de tout projet. Donc nous, on les soutient autant que nécessaire. C'est des croissances. On intervient à un moment donné où on peut être catalytique. C'est des assos qui sont déjà lancés. On fait pas du lancement de projet, nous. Donc des assos entre 1 et 10 millions de budget, on va dire, quelque chose comme ça, qui sont aussi bien en France, en Angleterre, aux États-Unis, en Belgique, qu'au Kenya, en Inde, au Cambodge. Donc ça peut être très local ou au contraire. Exactement. Donc on est aujourd'hui dans 10 pays clés sur lesquels on intervient. Et elles vont avoir des parcours de vie différents. Donc nous, l'idée, c'est d'intervenir là où elles ont besoin dans des phases de croissance. Va se passer 3 ans, 4 ans, 5 ans, parfois 9 ans. Là, on arrive aux toutes premières qui ont été sélectionnées, qui sont arrivées au tout début de l'aventure Epic, qui probablement sortiront, mais on peut les accompagner vraiment dans la durée selon les besoins, avec des montants évidemment de financement qui sont différents. Minimum 100 000 € par an. Ça, c'est la promesse de départ qui est faite à n'importe quel asso qui rejoint le portefeuille Epic. Et sur les thématiques, je vous le disais tout à l'heure, le focus Epic a été au départ l'enfance très vulnérable. Comment on change des trajectoires de vie entre 0 et 30 ans.
Il y a des nouvelles thématiques qui ont émergé. On essaie d'être une fondation assez agile qui s'adapte aussi aux besoins. On a vu émerger par exemple la problématique de la santé mentale récemment. Donc depuis 2020, on a beaucoup investi ce champ-là. Question de la santé mentale qui se pose aussi bien dans les pays émergents que dans les pays du Nord. La question de l'environnement et de la protection du climat, je vous en disais tout à l'heure, comment est-ce que ça vient impacter les générations futures. Puis ensuite, on va avoir d'autres projets, des sous-portefeuilles sur l'éducation, la lutte contre la pauvreté, etc. Donc voilà, 6 grandes thématiques chez nous, 22 assos aujourd'hui. Et puis des nouvelles associations qui arrivent. On a eu une sélection au Kenya en juin dernier. On va avoir 1 ou 2 assos françaises là sur début 2024. Donc voilà, un portefeuille qui est dynamique, qui permet aussi à chacun de soutenir une cause qui lui tient à cœur. Et pour répondre à ce que disait tout à l'heure Eric, qui est pledger, donc effectivement, on n'a pas encore les dons exécutés, mais l'idée, c'est que pour n'importe quel donateur, n'importe quelle personne dans le mouvement EPIC, elle peut se dire soit je soutiens la cause au global et je soutiens ce portefeuille d'assaut parce qu'en fait il fait sens et moi j'ai envie de faire confiance à EPIC aussi dans comment sont alloués les fonds. Et puis certains vont dire non, moi je m'intéresse que à la France parce que je veux que ce soit des causes qui soient près de chez moi, ou alors au contraire moi je considère que les personnes qui vivent en Inde aujourd'hui, elles sont de toute façon plus mal loties, donc ce qui m'intéresse c'est les pays émergents. Ou alors, c'est une préférence sur une asso en particulier ou une thématique tout particulièrement. Par exemple, la santé mentale, si ça vous tient à cœur. Et donc, nous, là-dessus, on s'adapte évidemment au profil de chacun, aux envies de chacun. Ok. Et aujourd'hui, tu sais qu'il y avait 330 pledgers, c'est ça ? Ça représente quoi comme part de votre budget par rapport à d'autres donateurs qui sont peut-être plus classiques, enfin, des entreprises ou des particuliers qui font des dons directs ? Alors aujourd'hui, on a collecté EPIC 75 millions de dollars en 8 ans. Okay. Ce qui est intéressant avec le pledge, c'est pas tant ce que ça pèse dans ces 75 millions de dollars, mais c'est plutôt ce que ça va représenter dans les années qui viennent. Oui. Le pledge, par définition, c'est un engagement qui se construit dans la durée. Ça fait combien de temps que c'est en place ? Ça fait 6 ans. D'accord. Donc là, on commence à avoir des exécutions de pledge qui sont très intéressantes. Et on en a d'autres qui probablement vont arriver dans les années qui viennent et qui seront importantes. Mais c'est aussi dépendant des success stories. On a des pledgers qui arrivent, ils sont en seed ou en série A, ils sont au début de l'aventure entrepreneuriale. Donc peut-être qu'on parlera d'une exécution de pledge ou d'un exit dans 7-8 ans. Hein, c'est possible. Les parcours d'entrepreneurs, ils sont quand même pas linéaires. À quel moment il va y avoir un exit, c'est difficile à prédire. On arrive aujourd'hui, nous, à suivre à peu près combien on peut valoriser cette communauté de pledgers. On a des très beaux pledgers qui ont fait des belles sorties, notamment aux États-Unis récemment, et donc ça, c'est très chouette. Et puis, on a aussi dans ces pledgers des investisseurs. On ne l'a pas dit tout à l'heure, l'Epic Pledge, c'est des entrepreneurs, mais c'est aussi des investisseurs qui vont pledger sur leur participation et sur leur caride. Et ça, effectivement, ça a mené des très belles contributions au sein d'Epic ces dernières années. Ok, c'est super intéressant parce que j'imagine, Eric, que ça rejoindra aussi ce que tu disais tout à l'heure, mais j'imagine quand on est entrepreneur et qu'on lance un projet comme ça, on a aussi besoin d'avoir des moteurs comme ça qui nous poussent aussi à nous dépasser au-delà de l'envie de réussir, de l'envie de faire marcher la boîte. C'est peut-être aussi se dire, à un moment, ma réussite, elle va servir une cause un peu plus vaste ou qui me dépasse. Ou qui, est-ce que c'est quelque chose que vous sentez comme étant un moteur pour certains entrepreneurs ? Pas plus que ça, Si, mais je pense que c'est essentiel, c'est-à-dire qu'on a vraiment beaucoup d'entrepreneurs qui aujourd'hui ont besoin de donner du sens et le font de plein de façons, c'est-à-dire qu'il y a l'engagement personnel, moral, de se dire si moi à un moment donné je réussis ou dès l'instant où je commence à avoir un peu plus de fortune, j'ai envie d'en partager une partie et c'est ancré dans un ensemble de valeurs familiales, personnelles, etc. Ce qui est intéressant dans ce pledge, c'est que certains signent, mais donc comme je vous le disais, c'est des parcours à long terme, donc ça n'amène pas forcément une contribution en don tout de suite. En revanche, ça amène plein de discussions, de la connexion avec EPIC, avec les associations, de se dire mais qu'est-ce que je peux faire maintenant, et notamment au niveau de mon entreprise. Donc on a beaucoup d'entrepreneurs qui sont venus à titre individuel, mais qui finalement ont mis en place derrière des mécaniques d'engagement et de dons et de plus de sens au sein de leur entreprise, grâce aussi au mouvement EPIC, je dirais, de façon générale. Donc ça, c'est très chouette parce que certains, du coup, font un pledge, du coup,
corporate vont par exemple dire maintenant je fais 1% de mon chiffre d'affaires par an, je vais le reverser à Epic. Et ça, c'est l'engagement de l'entreprise et ça n'a rien à voir avec leur pledge individuel. Certains vont dire on fait un Epic Day, j'engage mes clients, mes salariés, toutes mes parties prenantes sur un Epic Day où on se dit on fait une collecte commune, on fait un événement commun, on fait une fête, on reverse une partie à Epic ou à une des associations qui nous tient à cœur. Donc il y a plein de modalités qui fait qu'on questionne le sens. Je pense que c'est des éléments importants dans le parcours d'un entrepreneur, d'avoir ces moments-là de réflexion sur le partage, je pense, de façon générale. Et il me semblait qu'il y avait une particularité aussi dans cette fondation, c'était le fait que les frais de fonctionnement ne soient pas du tout extraits des dons qui sont faits. Est-ce que, justement, je te laisse peut-être nous expliquer comment ça fonctionne ? Ouais. Tout à fait. Alors, on va le dire de façon plus simple. Epic, effectivement, est 100% gratuit. On intervient, quoi qu'on fasse, on intervient de façon gratuite et pro bono pour l'intégralité des partenaires avec qui on travaille. L'idée, c'est que 100% des dons qu'on va collecter vont aller directement aux assos. Un entrepreneur qui exécute son pledge, qui va faire une contribution de 10 ou 20 000 euros, ça ira 100% sur le terrain. Sur l'association ou la cause qui lui tient à cœur. Ça, c'est permis grâce à notre fondateur. On a un modèle très particulier de gouvernance, effectivement, où l'ensemble des frais de fonctionnement de la fondation sont couverts par notre fondateur, par le board, par nos boards, parce qu'on en a plusieurs aujourd'hui, des personnes qui croient dans le modèle Epic, en sa puissance, au fait que ça permet aussi de lever cette question de la confiance, qui est très récurrente. Des gens qui disent « moi, je veux bien donner, mais franchement, si c'est pour être prélevé de 10, 20, 25%, j'ai pas confiance, je sais pas où ça va aller, je sais pas à quoi ça va servir. » Donc nous, on lève effectivement ce problème-là, et c'est une grande innovation du modèle Epic, ça reste inédit aujourd'hui sur le globe, et ça nous permet aussi de mobiliser beaucoup mieux et beaucoup plus. Ça veut dire que vous êtes combien de salariés chez Epic ? Parce que on est une équipe de 25 personnes aujourd'hui, okay. Ouais, salariés. Ouais, ok. Et j'imagine que ça aussi implique des choses en termes de marketing. Enfin, vous faites peut-être plus attention. En tout cas, vous avez des budgets marketing qui sont orientés différemment ou alors, on est toujours de toute façon créatif, c'est-à-dire qu'on fait attention à nos ressources, mais parce qu'on veut gérer cette fondation de façon intelligente et raisonnable. On essaie d'être créatif. Nous, comme dit souvent Alexandre, on est un peu des soldats et l'idée, c'est d'être suffisamment malin pour trouver des gens qui vont venir constituer cette petite armée de soldats avec nous. Aujourd'hui, en marketing ou en communication ou sur des conférences, vous pouvez trouver des partenaires qui vont vous inviter, comme aujourd'hui. Vous pouvez avoir des pledgers qui vont donner une place à Epic pour faire porter ce message de cette révolution du partage, pour faire parler d'Epic, de ce modèle un peu différent. Et des opportunités comme ça, on en a plein. Et on essaie aussi d'avoir des gens qui disent, voilà, nous, regardez, on essaie d'être gratuit, on joue le jeu, on contribue déjà beaucoup. Est-ce que vous aussi, vous pouvez faire une part ? Et ça fonctionne. Parce qu'en fait, il y a plein de moyens aujourd'hui d'être créatif et de partager les ressources. Donc voilà, effectivement, on n'a pas un rythme de vie fast au sein d'Epic. Mais on est responsable, on a une équipe professionnelle dans 4 pays aujourd'hui. Et on va continuer de se développer dans les années qui viennent. Ouais, c'est super inspirant ce que tu dis parce qu'en fait, ça montre aussi l'importance même du réseau et qu'il y a aussi d'autres manières de faire parler d'Epic et c'est assez malin en fait, le fait d'avoir pu justement se caler d'aussi près des enjeux des personnes qui sont aussi susceptibles de donner. Bon, merci beaucoup Sarah. Avec plaisir, merci Rémi, merci Eric. Merci. Et puis à très vite. Voilà, Just Focus c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Sapiens, premier family office digital qui a rendu possible sa réalisation. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez le soutenir, il existe plusieurs manières de le faire. Parlez-en autour de vous et partagez-le largement sur les réseaux sociaux. Pensez à mettre un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dans le prochain épisode, j'accueillerai Marc Batty. Marc, c'est à la fois un profil ultra atypique et en même temps complètement dans l'air du temps. C'est un brillant entrepreneur de la tech française qui a cofondé Dataiku, qui a connu un succès dingue, et quand cette aventure a touché à sa fin, il a pris un virage radical. Avec Fève, il contribue maintenant à la transition agroécologique en France, en facilitant l'installation de la nouvelle génération d'agriculteurs et d'agricultrices. À la semaine prochaine.